L'univers académique de la RDC vient de s'enrichir d'un nouveau docteur en sciences économiques en la personne de Matata Ponyo-Mapone, Premier ministre honoraire de la RDC. Le récipiendaire a défendu avec brio sa thèse intitulée « Qualité de l'ajustement budgétaire et croissance économique, les cas de la RDC de 1974 à 2015 » devant un jury international composé d'une dizaine de professeurs ordinaires et a obtenu la mention « Grande distinction » ce samedi 3 février 2018 à l'Université protestante au Congo. Nous vous proposerons les grandes lignes de cette thèse dans cette émission. La RDC est reculée de 10 points en matière de transparence budgétaire. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport de l'enquête sur le budget ouvert 2017 de la RDC. La société civile congolaise, à travers les réseaux Gouvernance économique et démocratie REGED, a présenté ce samedi 3 février 2018 les résultats de la dite enquête. C'était au cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe. La 14e session des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA a vécu du 24 au 26 janvier. Il en ressort un ferme engagement de tout mettre en œuvre pour une mobilisation sans faille des recettes douanières pour l'année 2018. Fiscalité et développement, dans une présentation de Ruben Mayon Tsiakiou. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore un réel plaisir pour moi, madame, monsieur, de vous retrouver dans le cadre de cette émission Fiscalité et développement. Comme vous le savez, c'est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et développement de ces jours s'ouvre par la société civile à travers le réseau Gouvernance économique et démocratie REGED qui a présenté samedi 3 février 2018 le rapport de l'enquête sur le budget ouvert 2017 de la République démocratique du Congo. La dite enquête révèle que la RDC a reculé de 10 points en matière de transparence budgétaire. C'était au cercle de Kinshasa dans la commune de la Gombe. C'est ce que nous disent en tout cas Mavambu Nombo et Bumba Angelani dans ces reportages. La République démocratique du Congo a reculé de 10 points sur le plan de la transparence budgétaire, soit 39% en 2015 contre 29% en 2017. C'est le résultat de l'enquête internationale sur le budget ouvert 2017 de la RDC, présentée par la société civile à travers le réseau économique et démocratie REGED, appuyé par le COREF. Dans le budget ouvert, on considère les aspects de la transparence, c'est-à-dire de l'ouverture même du budget pour les autres services, les autres institutions et les autres citoyens. On considère les aspects de participation. Est-ce que les citoyens sont impliqués dans la prise de décision qui se fait pendant le processus budgétaire? On considère aussi les aspects de contrôle. C'est pourquoi vous avez vu que toutes les institutions, les parties prenantes étaient représentées. Le gouvernement, dans son apport dans le processus d'élaboration du budget, le Parlement qui examine le budget, le gouvernement encore qui exécute et puis la Cour des comptes. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc tous ces éléments-là sont évalués pour justement déterminer si le budget est ouvert ou non. Lorsqu'on a un score assez élevé, on considère que le budget est ouvert. Sinon, alors, il est opaque. L'enquête sur le budget ouvert permet d'évaluer la manière dont le gouvernement central met à la disposition du public, en ligne et en temps opportun, les 8 documents budgétaires clés, y compris les données budgétaires, de façon exhaustive et utile. Or, la grande faiblesse de l'exécutif national est de ne pas mettre à la disposition du public dans le délai échu les 8 documents clés tout au long du processus budgétaire, parmi lesquels le cadre budgétaire à long terme, le projet de budget de l'exécutif, les rapports semestriels, le projet de loi portant reddition des comptes, le rapport d'audit élaboré par la Cour des comptes et les autres. Il y a des mesures vraiment très contraignantes, des critères très contraignants qui ont été formulés pour rendre la participation beaucoup plus effective. Donc il ne suffit pas par exemple d'inviter la société civile dans une rencontre pour parler de la participation. Il faut en plus que les avis que la société civile donne
puisse être intégré dans des lois, dans des mesures et dans des arrêtés. Et donc, les institutions publiques ont désormais le devoir de prendre en compte les avis de la population. Et si les avis ne sont pas pris en compte, il faudrait que le pouvoir public se justifie pour dire « nous n'avons pas pris en compte à cause de telle raison ». Et cela ne se fait pas, justement. C'est cet élément, un des éléments qui a fait que nous puissions régresser. Seule la transparence ne suffit pas pour améliorer la gouvernance. La participation du public dans la budgétisation est un facteur crucial pour atteindre les résultats concluants. L'enquête sur le budget ouvert 2017 de la RDC révèle aussi que le contrôle budgétaire assuré par le Parlement et la Cour des comptes est très limité. De ce fait, la société civile a formulé une série de recommandations au gouvernement de la RDC, parmi elles la publication du rapport de fin d'année en ligne et en temps opportun pour améliorer la transparence, l'organisation des audiences législatives sur la formulation du budget annuel au cours desquelles des membres du public ou des organisations de la société civile peuvent témoigner pour améliorer la participation et assurer que l'institution supérieure de contrôle dispose suffisamment de fonds pour remplir son mandat, tel que défini par un organisme indépendant, à savoir le corps législatif ou le système judiciaire, en vue d'améliorer le contrôle. Cette thématique ont été développées lors du séminaire de renforcement des capacités sur les matières relatives à la taxe de promotion de l'industrie TPI à l'importation en faveur des cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'était du 24 au 26 janvier 2018 dernier. Quelles sont ces thématiques? Voici la réponse dans ce commentaire. Elle est la principale source de recettes du Fonds de promotion de l'industrie. La taxe de promotion de l'industrie TPI, surtout celle à l'importation, qui a fait l'objet d'un séminaire atelier de 3 jours en faveur de cadres et agents du FPI. Au total, 6 thématiques ont été développées au cours de ces assises pour renforcer les capacités des cadres et agents du FPI commis au recouvrement de cette ressource interne du fonds qui, du reste, est collectée par la Direction générale des douanes et accises DGDA à l'importation, c'est-à-dire aux frontières. Pendant les 3 jours de travaux, il a été question de passer en revue les textes des lois et règlements régissant la taxe de promotion de l'industrie à l'importation avec Augustin Bozobi, qui a indiqué que la TPI est une taxe parafiscale et préaffectée dont la gestion est confiée à un établissement public. Soumise à une perception d'autorité, la taxe de promotion de l'industrie à l'importation a été instituée par l'ordonnance loi numéro 89-031 du 7 août 1989. Toutefois, la base d'imposition de la taxe de promotion de l'industrie à l'importation est définie à l'article 4 du titre 2 de l'ordonnance loi précitée portant création de la TPI à l'importation qui stipule « La taxe est assise sur la valeur CIF majorée des droits de douane pour les marchandises importées » a dit André Kabongolo. Les capacités des participants ont été également renforcées en ce qui concerne la liquidation, la perception et le recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie à l'importation grâce à l'expertise de Jean-Pierre Ampoutou qui a souligné que les procédures de liquidation, de perception et de recouvrement de la TPI à l'importation diffèrent selon qu'il s'agit des bureaux informatisés et non informatisés. L'économie congolaise étant tirée dans sa grande partie par le secteur minier, quoi de plus normal de parler de l'imposition des entreprises minières à la taxe de promotion de l'industrie par Maître Omer Mbouchangol, qui a souligné le principe de la non-exonération à la TPI des miniers, mais qui bénéficie du rabattement des taux de 2% pour les entreprises au stade d'exploration et 5% au stade d'exploitation. André Kabongolo est également revenu sur les exemptions de la taxe de promotion de l'industrie à l'importation, conformément à l'article 7 de l'ordonnance loi créant la taxe de promotion de l'industrie. Ghislain Malembe a parlé du contrôle de la taxe de promotion de l'industrie à l'importation, méthodologie de travail et résultats, avant que Deogracias, il a dit, n'intervienne sur la contre-écriture. Toutes ces thématiques ont été suivies par les débats et enrichissements entre orateurs et participants
pour permettre au Fonds de promotion de l'industrie de rentrer dans ses droits et recouvrer les fonds liés à la taxe de promotion de l'industrie à l'importation. Et puis, les directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale des douanes et axes DGDA réunis lors de la 14e session des directeurs ont pris l'engagement de tout faire pour une mobilisation sans faille de recettes douanières pour l'année 2018. Ainsi, des recommandations ont été formulées et adoptées par les participants. En voici quelques-unes que je vous propose de découvrir. Les recommandations suivantes ont été formulées afin de permettre une mobilisation accrue des recettes durant les premiers semestres 2018. 1. Responsabiliser les chefs de bureau ainsi que les directeurs provinciaux sur le suivi et le recouvrement de droits et taxes sur les déclarations liquidées non payées et le respect des délais de paiement. 2. Mettre à disposition les moyens nécessaires pour la finalisation de l'étude sur la modernisation de la gestion des ressources humaines suivant le programme MADAO de l'OMD. 3. Mettre en place des services de contrôle a posteriori dédiés à la direction de la brigade de lutte contre la fraude dans le cadre de sa restructuration. 4. Vulgariser et appliquer les mesures contenues dans la loi des finances 2017, notamment celles relatives aux règles de procédure en matière contentieuse, par lesquelles une commission ad hoc devrait être instituée. 5. Évaluer la performance des agents du corps des métiers en exploitant les logiciels ASIPEM et appliquer des sanctions positives et négatives selon les cas. Mettre en place une plateforme entre la cellule Orange et le bureau de douane pour un suivi effectif des avis de valeur. 7. Rendre les logiciels GELEC opérationnels. 8. Poursuivre la mise en œuvre du système de suivi électronique des cargaisons dans les corridors du sud-est et de l'est du pays. 9. Achever l'informatisation des services et des bureaux frontaliers. 10. Entreprendre les démarches pour ratifier l'accord d'assistance mutuelle administrative signé avec le Royaume de Belgique pour sa mise en œuvre effective. 11. Renforcer les amas déjà signés avec les autres administrations douanières pour un meilleur échange de renseignements. 12. Mettre en œuvre la gestion électronique et ou virtuelle des documents et des dossiers. 13. Mettre en place un système performant de gestion électronique du courrier. 14. Mettre en place des outils informatiques de travail collaboratif pour le traitement des dossiers en équipe. 15. Acquérir les applications de gestion électronique du courrier et de travail collaboratif ainsi que les équipements y relatifs, notamment des machines de numérisation de haute performance. 16. Mettre en œuvre la délégation de pouvoir pour le traitement de certains dossiers jugés moins stratégiques. 17. Renforcer la sécurisation des agents opérationnels dans l'exercice de leurs fonctions. 18. Renforcer les dispositions légales relatives à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane. 19. Accélérer le traitement des dossiers contentieux dans le respect de la loi. 20. Convoquer les comités d'audit. 21. Faire le suivi du projet de loi portant nouveau code des accises en examen au Parlement en vue de sa promulgation urgente. 22. Solliciter l'appui du ministère des Finances pour les décaissements effectifs des ressources budgétaires prévues dans le cadre des interventions économiques en faveur de la DGDA. Et 23. Faire le suivi permanent de la feuille de route transformée en plan d'action prioritaire. Enseignement supérieur à présent. Il est désormais docteur en économie. Lui, c'est Matata Ponyo Mapon, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Il vient de défendre sa thèse de doctorat ce samedi 3 février 2018 à l'Université protestante au Congo UPC. Mention grande distinction. Intitulé de la thèse, les institutions financières inclusives et la croissance économique en Afrique
au sud du Sahara. Miasse Kamalu-Baki, Makitu Doma et Fataki Novi étaient présents à la cérémonie. La thèse de M. Matata Ponyo Mapon est reçue avec mention grande distinction. À procéder à la collation de gradeurs en sciences économiques. Nous, Monseigneur professeur Daniel Goy Golia, recteur de l'Université protestante au Congo, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière loi organisateur et par le règlement organique de l'Université protestante au Congo et conformément aux dispositions légales en matière de collation de grades académiques conférant le grade de docteur en sciences économiques avec la mention grande distinction au candidat Matata Ponyo Mapon. Ce candidat a la jouissance de tous les droits et avantages que confère le grade précité. Fait à Kinshasa le 3 février 2018. J'ai signé. Le plus grand Premier ministre de la Troisième République au Panthéon de la science économique. Il devient docteur en économie de l'Université protestante au Congo. Après presque 3 heures de défense d'une thèse intitulée « Qualité d'ajustement budgétaire et croissance économique, le cas de la République démocratique du Congo, 1974 à 2015 ». Le récipiendaire divise sa période d'examen en 3 sous-périodes, 1974 à 2001, 2002 à 2009 et 2010 à 2015. Il montre que de 1974 à 2001, la RDC était caractérisée par des déficits élevés et une faible croissance et souvent une croissance négative. La situation s'atténue de 2002 à 2009, deuxième sous-période sous étude. Le retournement de la tendance se situe dans la 3e sous-période, de 2010 à 2015. On note des excédents budgétaires pour une forte croissance, ce qui peut paraître paradoxal au nom de la théorie admise. Et c'est toute l'innovation de cette thèse qui montre que ces fortes croissances économiques avec des excédents budgétaires peuvent être obtenues grâce à des bonnes politiques, mais surtout grâce à des bonnes institutions qui appliquent les réformes. L'aspect institutionnel et d'économie institutionnelle ont donc toute leur place. L'homme à la cravate rouge n'a donc pas perdu son temps depuis son départ à la primature. Le voici, docteur en économie. Restons une fois de plus à cette cérémonie de défense de la thèse. Bon nombre de professeurs d'économie ont réagi à l'issue de cette cérémonie de défense de la thèse du Premier ministre honoraire Matata Ponyo. Les scientifiques ont mis en exergue les leçons à tirer à l'issue de cette cérémonie. Voici leurs interventions. Il y a d'abord les réactions d'éminents professeurs sur le fond de la thèse. C'est un grand jour pour notre faculté, bien que la défense n'ait pas lieu chez nous à l'UNIKIN. Mais nous savons que c'est notre assistant, il est assistant à la faculté des sciences économiques et il a choisi de défendre sa thèse de doctorat à l'UPC. Et nous avons été associés à cette grande manifestation de très haute qualité scientifique. Et c'était une très bonne thèse. On a eu affaire, on a tous constaté que la personne, donc le candidat qui a défendu sa thèse, connaît très bien les sujets. Il a bien maîtrisé les thèmes de sa thèse. Et moi, je ne peux être satisfait de cette thèse-là. La thèse a été de très bonne qualité, mais comme nous savons tous que le travail de thèse n'est jamais parfait, mais c'est toujours un début de quelque chose. Lui-même l'a souligné, et s'il a encore l'occasion de faire une autre thèse, peut-être qu'il va aller dans le même sens, mais tout en améliorant la qualité, en tenant compte de toutes les observations
qui ont été émises pendant la soutenance. L'une des grandes observations est que le modèle qu'il a utilisé doit tenir compte d'autres facteurs qu'il n'a pas intégrés, notamment le facteur guerre, le facteur, vous savez, rébellion. Notre pays, la période d'analyse est très longue, de 1974 à 2015. Donc il aurait fallu qu'il tienne compte des périodes, des événements qui ont secoué notre économie. Je pense que la macroéconomie quantitative doit aller de pair avec le renforcement des institutions. Donc il faut des institutions fortes, il faut une discipline de fer en ce qui concerne les dépenses publiques, il faut une discipline en ce qui concerne l'allocation de certaines lignes budgétaires. Et avec son modèle macroéconomique, il a parvenu à, n'est-ce pas, comment dirais-je, proposer ce qui devrait être, c'est-à-dire pour le gouvernement qui doivent suivre, de respecter cette discipline dans la gestion, n'est-ce pas, des deniers publics, dans la gestion de la politique économique en général. Dans la thèse, on avait évoqué les aspects relatifs à la microfinance, c'est-à-dire qu'on pouvait cette fois-ci commencer par le bas pour remonter. Moi, je trouve que c'est une excellente thèse, hein. C'est-à-dire ce qui est intéressant ici dans son travail, c'est qu'il a eu une grande expérience sur le terrain et il a essayé maintenant de confronter ce qu'il a vécu et les théories économiques. Et sur ce plan, c'est un très très bon travail. Donc voilà, donc aujourd'hui, un politique, un technocrate est entré dans le monde scientifique, c'est ce que nous célébrons et donc la joie est partagée. Aujourd'hui, une combinaison efficiente de la macroéconomie quantitative et de l'économie de l'économie institutionnelle permet d'améliorer la qualité, surtout la performance des politiques macroéconomiques et sociales. À l'époque, il y avait seulement la dimension macroéconomie quantitative avec les Keynes de Milton Friedman, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la dimension institutionnelle est aussi déterminante pour la réalisation des objectifs assignés à la politique économique et sociale. Or, il s'est trouvé que dans le cas de la RDC, depuis 1974, où nous avons un retournement de la conjoncture qui est devenue structurelle, puisque depuis nous avons connu beaucoup de difficultés, eh bien, on a accumulé des déficits budgétaires, mais la croissance n'a jamais été au rendez-vous. Et voilà que les récipiendaires qu'il était aujourd'hui docteur arrivent aux affaires entre 2010 et 2015. Eh bien, en réalisant des excédents budgétaires, il arrive à une croissance forte. Et donc, ce qui enterre complètement les théories keynésiennes, il enterre Keynes. Mais par après, lui-même, dans ses explications, il ressuscite Keynes parce qu'il démontre que finalement, lorsqu'on fait l'économétrie justement de la relation entre l'ajustement budgétaire et la croissance, on se rend bien compte que nous avons des variables exogènes, explicatives, n'est-ce pas, qui n'évitent pas l'explication. Il reste le paramètre erreur qui est très important, qui démontre dans la modélisation qu'il y a des éléments non expliqués de la variable dépendante qui était la croissance. Et parmi ces éléments-là, effectivement, on tombe sur l'économie institutionnelle. Il y a des éléments institutionnels qu'il faut intégrer si on veut avoir de la croissance, même avec des excédents budgétaires. Et c'est ça l'explication majeure. Il y a ensuite les leçons à tirer pour la vie de la nation, pour les universitaires et les élites. Nous ne pouvons pas être prospères dans l'indiscipline. Il nous faut être disciplinés financièrement pour engager le combat de la prospérité, c'est-à-dire du développement. Ce que Matata Ponyo nous démontre dans sa thèse, c'est que la prospérité ne va pas de pair avec le désordre. Le désordre de l'État dans les finances publiques, mais le désordre de nous-mêmes aussi, les ménages, les fonctionnaires, qui voulons des salaires sans travailler ou qui prenons les recettes fiscales d'une façon ou d'une autre. Par exemple, les questeurs, par exemple,
les trésoriers payeurs, etc., qui pendant des dizaines d'années ont pris les recettes fiscales, les salaires qui devaient verser à aux fonctionnaires et donc qui allaient dans leur poche. Ce que Matata Pognon nous demande, c'est cela. Donc évidemment, c'est un travail d'économiste avec les outils des économistes, donc qui ne peuvent pas être compréhensibles du grand monde, du plus grand nombre, mais il y a une idée simple, nous ne pouvons pas obtenir les résultats des Asiatiques, des Latino-Américains, sans parler des Occidentaux, si nous sommes indisciplinés. Il faut commencer par mettre de l'ordre dans nos affaires. Je crois que nous devons de plus en plus passer de la tradition orale à la tradition écrite. La plupart de nos monuments depuis 60 n'ont jamais écrit. Or, il faut laisser quelque chose à la postérité, aux générations futures, par rapport à ce que nous avons fait. Cela permettrait de comprendre peut-être pourquoi il y a eu quelquefois des rendez-vous manqués, pourquoi il y a eu des éclaircies, des réussites, mais pourquoi globalement il y a eu des échecs. Je crois que ça, c'est un message que je lance à l'élite. L'élite doit écrire, l'élite doit expliquer, pour qu'il n'ait pas un vide sidéral qui sera laissé après nous. Donc la parole s'envole, mais les écrits restent. Il ne faut pas avoir l'idée, comme ont tendance à dire les gens, que c'est de la théorie, c'est de la pratique. Non, la pratique découle de la théorie. Et si on n'a pas suffisamment de théorie, on rencontre toujours des problèmes sur le plan pratique. Donc la théorie est nécessaire et indispensable pour une bonne pratique. Nous espérons qu'un jour, il va solliciter la faculté des sciences économiques pour nous trouver un ou deux cours. Parce que nous voulons aussi profiter de son expérience dans ces domaines-là. En tant que doyen, je suis en train de m'engager, je suis en train de m'investir pour qu'il y ait un grand nombre de thèses sous mon mandat. Pour moi, je n'ai que mandat de 3 ans, je n'ai que seul mandat de 3 ans. Alors je voudrais tout justement demander à tous les chefs de travaux qui se trouvent dans notre faculté d'en profiter pour défendre leurs thèses. Nous avons besoin de professeurs car pour le moment, le taux d'encadrement à la faculté est très faible. Alors si nous avons un grand nombre de professeurs, peut-être qu'on peut réduire les effectifs, on peut dédoubler certaines promotions. Au lieu d'avoir un auditoire de 100 ou 200 étudiants, on peut avoir 2 promotions de 100 étudiants. Cela va avoir un impact positif sur l'encadrement des étudiants. Il y a aussi la réaction d'un universitaire de demain. Mes impressions peuvent être que positives. Voilà, c'est aujourd'hui que j'étais en face d'une personne qui m'a beaucoup marqué. Et au travers tout ce qu'il a dit, ça m'a donné encore le courage de continuer avec mes études. Et en concluant en disant que les études procurent de l'intelligence et la capacité de résoudre des questions. Mais de tout ça, quelques phrases fortes restent. C'est un message que je lance à l'élite. L'élite doit écrire. Mais il y a une idée simple. Nous ne pouvons pas obtenir les résultats des Asiatiques, des Latino-Américains, sans parler des Occidentaux, si nous sommes indisciplinés. Donc la théorie est nécessaire et indispensable pour une bonne pratique. Il est indéniable que la thèse défendue par le Premier ministre honoraire Matata Pognon fera date. Elle a surtout été l'occasion d'un grand forum informel de rencontres d'éminents économistes du pays. Restons dans ce domaine de l'enseignement supérieur sur invitation du laboratoire d'analyse et recherche en économie quantitative de l'UPC l'AREC en sigle. Le professeur James Robinson de l'Université de Chicago a animé un point de presse avec les journalistes suivi d'un séminaire devant les étudiants de l'Université protestante au Congo. Il était question des institutions financières inclusives et la croissance économique en Afrique au sud du Sahara. Retrouvons une fois de plus Miasokama Lubaki, Abenga Kumba et Makitu Doma pour les détails. Pourquoi le professeur James Robinson manifeste un grand intérêt pour l'Afrique? Il s'en explique. I think my interest in African development, peut-être pour les raisons qui me poussent à venir en Afrique, remonte un peu du temps de mon papa, parce que quand il avait commencé à travailler,
Il a travaillé comme ingénieur et il l'a fait surtout dans les colonies britanniques. Donc, quand j'étais en train de grandir, j'étais enfant, il n'y avait plus d'empire britannique, il n'y avait pas de Royaume-Uni. Donc, nous étions dans les colonies, par exemple au Ghana et au Nigeria. C'est là où j'ai grandi la plupart du temps. Et une fois de retour en Angleterre, notre maison était vraiment remplie de livres sur la culture, sur l'art africain et sur l'Afrique en général. Donc, j'étais intéressé dans l'économie politique, mais pas nécessairement dans le développement de l'Afrique, parce que dans mes livres ou dans tout ce que j'étais en train de faire, que c'était au niveau de l'économie ou de l'économie politique, il n'y avait rien qui me prédisposait ou me poussait à faire des recherches et connaître mieux l'Afrique. Et plus tard, je suis quand même revenu pour comprendre un peu le développement au niveau de l'Afrique. Et ça, c'était pratiquement en harmonie aussi, et c'était comme une conséquence de ce en quoi je croyais déjà. Et par rapport à mes choix, donc c'est un peu le résultat des lectures que je fais. Je lis beaucoup en économie, par exemple africaine, en politique, il y a beaucoup de livres, mais j'ai aussi travaillé dans beaucoup de pays. Quand il y a quelque chose qui vous tique, alors vous pensez aller sur place. J'ai travaillé par exemple au Botswana, j'ai travaillé en Sierra Leone. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique, c'est qui vous ressort après que vous ayez fait vos recherches ou vos lectures. Ok, donc je peux vous dire de manière plus spécifique comment est-ce que cette décision est prise. Moi, par exemple, en ce qui concerne la RDC, j'ai lu beaucoup de choses. Par exemple, il y a Mme Douglas qui a écrit quelque chose sur les bouchons comparé au lélé. Donc cette étude-là m'avait quand même fasciné parce que ça relevait un peu le niveau de développement entre les bouchons, les Cuba, le lélé. Et aujourd'hui, même si cet article était publié en 1962, aujourd'hui, j'étais quand même intéressé à rentrer pour voir comment est-ce que ces relations, ce développement se développent, si je peux bien le dire. Raison pour laquelle, effectivement, donc, je suis rentré. Et quant au cas de Guémena, c'était aussi la même chose. C'est parti d'une question spécifique. Je voulais savoir comment est-ce que la société africaine est organisée et quel est l'impact ou les conséquences sur le point de vue développement. Alors, avec les barrières linguistiques, comment est-ce que vous pouvez aller faire une recherche qui soit concluante? Donc, je vais sur place, je trouve les autochtones. Par exemple, la dernière fois où j'étais parti à Kananga, j'ai trouvé un homme d'affaires qui parlait anglais. Lui m'a fait contacter quelqu'un d'autre et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai trouvé des gens avec qui j'ai pu travailler. Cet éminent universitaire a surtout une longue expérience en matière de recherche sur le développement et la qualité des institutions qui y sont chargées. Well, I think you're trying to. I'm not quite sure. I'm still not quite sure I understand. I mean, le prof dit qu'il n'est pas très sûr d'avoir compris là où vous voulez en venir. Toujours est-il que lui, comme scientifique, en tout cas, il utilise la méthode quantitative. Il relève d'abord des données, il analyse, il émet une hypothèse qu'il essaye de tester dans l'autre cadre. Et c'est le cas qu'il a fait, par exemple, pour voir ce qui s'était fait entre les bouchons, les lélés, Cuba. Et le Cuba. Donc, c'est un peu dans ce sens, donc c'est quantitatif. Mais il est aussi d'accord qu'il y a l'aspect qualité, où on n'a pas besoin de mettre les chiffres dessus. Donc, on essaie de travailler pour qu'il y ait développement et pas forcément calculer et avoir des chiffres ou des nombres. Au sujet de la qualité des institutions, voici ce qu'il pense de deux cas. L'indépendance de la RDC et la crise des subprimes de 2007 à 2005. I mean, I think that, in terms of Africa at independence, there was very little. Je pense que par rapport aux indépendances, en tout cas, les colons n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont rien légué. Par exemple, les Belges ont pratiquement abandonné le Congo. Donc les gens devaient commencer à zéro. Donc il fallait peut-être un contrat social. Les gens devaient trouver un consensus pour commencer. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne se sont même pas investis à avoir le cadre. Donc c'était là le problème. Au niveau du Botswana, par exemple, tout le monde parle la même langue, parle Tswana. Donc c'était plus facile de trouver un consensus, un compromis, parce que tout le monde se comprend. Mais prenons le cas de la RDC, avec tout ce qu'il y a comme multitude de langues, donc c'était plus difficile. Donc cet héritage était un peu chaotique. Il n'y avait pas d'institutions qui ont failli parce qu'il n'y en avait pas. Pour la crise financière, là, je peux pourtant affirmer que c'était vraiment disons un échec des institutions financières, parce qu'il y avait comme une déréglementation. Donc, le système avait certains produits qui étaient tout à fait déréglés, il n'y avait vraiment aucune norme. Et s'ils n'avaient pas calculé les conséquences sociales. Et on a laissé les banques faire ce qu'elles voulaient faire.
C'est ça les résultats. Là, au moins, il y avait la faillite, l'échec des institutions financières. Dans l'après-midi, James Robinson a animé, toujours à l'UPC, un séminaire sur les institutions inclusives et extractives, et ainsi que leur impact sur le développement. Il a pris l'exemple de 2 grands milliardaires, l'un américain, Bill Gates, et l'autre mexicain, Carlos Slim. Bill Gates a boosté le développement des États-Unis et de son économie par l'innovation, tandis que Carlos Slim a plutôt freiné le développement du Mexique par l'instauration d'un monopole de télécommunications. Pour une géolocalisation de vos engins, en tout cas, il faut faire confiance en Africa Panorama pour des services de qualité. Regardez. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. En dehors de nos frontières, en page internationale, vous l'aurez déjà compris, le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, siège de l'Union africaine en Éthiopie, les 29 et 30 janvier 2018, a accouché de la création d'une zone de libre-échange continentale ZLEC. À travers cette zone de libre-échange, les pays africains sont appelés à supprimer les barrières douanières qu'ils s'imposent les uns aux autres. Objectif, créer, n'est-ce pas, un vaste marché devant permettre aux États de négocier avec plus de force face aux partenaires étrangers et notamment l'Organisation mondiale du commerce OMC. Avec la ZLEC, affirme l'économiste Carlos Lopez, secrétaire exécutif honoraire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, les Africains vont en réalité créer un marché très attractif de 1,3 milliard de personnes qui pèsera 1,4 milliard de dollars américains. La ZLEC sera lancée officiellement le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Les chefs d'État de l'Union africaine ont aussi pris la résolution relative à l'autofinancement des activités de l'organisation. C'est là à travers le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles. Avec l'autre information, en complément bien sûr, autre résolution du 30e sommet de l'Union africaine, la création d'un marché unique du transport aérien en Afrique. Grâce à ce marché, toute compagnie aérienne africaine sera en mesure désormais de s'ouvrir une liaison dans les 55 pays membres de l'Union africaine. Retour à Kinshasa sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Philon Cholet a fait le constat des tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation au samedi 3 février 2018. La surchauffe demeure dans les paniers de la ménagère, nous dit-elle. Si les prix de certains produits de grande consommation sur les marchés de Kinshasa ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables. Concernant les poissons salés, un carton de 9 kg coûte 90 000 francs congolais au marché de la Liberté, 86 800 francs congolais au marché central, 87 800 francs congolais au marché Zigida et au marché Gambela, il se vend à 87 500 francs congolais. Concernant l'huile végétale, un bidon de 10 litres qui coûtait 27 650 francs congolais se vend actuellement à 28 600 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Il se vend à 27 795 francs congolais au marché central, 28 000 francs congolais au marché Zigida et 27 900 francs congolais au marché Gambela. Autre produit de grande consommation, les maniocs en provenance de l'ex-province du Bandundu et du Congo central. Un sac bande vert qui coûtait 92 000 francs congolais il y a quelques jours s'achète actuellement à 90 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, le sac moyen se vend à 95 000 francs congolais. Au marché Zigida, le sac de conserve de manioc est resté stable à 100 000 francs congolais et au marché Gambela, on peut l'obtenir
à 97 000 francs congolais. Du côté viande, un carton TS 10 kg a coûté 88 000 francs congolais au marché de la Liberté, 92 000 francs congolais au marché central, 89 500 francs congolais au marché Zigida et 90 000 francs congolais au marché Gambila. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec les sucres, dont un sac de 50 kg de la compagnie sucrière Kulungongo a connu une baisse dans tout le marché. 70 600 francs congolais au marché de la Liberté au lieu de 74 000 francs congolais. 70 520 francs congolais au lieu de 74 500 francs congolais au marché Zigida. Et enfin, 71 340 francs congolais au lieu de 75 000 francs congolais au marché Gambila. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi 3 février 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa. La République démocratique du Congo, qui vit des instants difficiles, doit recourir aux politiques de résilience efficaces afin d'éviter la dépression. Eh bien, dépression, c'est donc les mots économiques du jour choisis par votre magazine dans ses explications d'Emias Kama Lubaki. La dépression est une phase du cycle économique caractérisée par une contraction cumulative de l'activité économique, baisse du volume de la demande et de la production, baisse des revenus réels, montée du chômage. En économie, la dépression est une forme grave de crise qui se caractérise par un ralentissement important et durable de l'activité économique. La dépression prend place après le retournement de l'activité économique, la crise au sens strict du terme, si la production baisse de manière durable. Elle prend fin avec la reprise de l'activité. La dépression n'est pas à confondre avec la récession qu'elle succède généralement dans le cycle économique. Récession et dépression caractérisent tous les deux une forme de crise économique. La récession correspond à une diminution passagère ou limitée dans le temps de l'activité économique. Bon nombre de spécialistes parlent d'une récession lorsqu'on enregistre dans l'économie 2 trimestres successifs de baisse du produit intérieur brut, PIB, ou même une baisse du PIB avec des taux de croissance toujours positifs d'une année à l'autre. Quant à la dépression, elle est utilisée pour qualifier une grave et longue crise économique et s'applique pour des périodes de long ralentissement de la production et de la consommation. En termes de mesures ou d'indicateurs, certains experts présentent la dépression comme un déclin du PIB de 10% ou comme une forte contraction du PIB pendant au moins 3 ou 4 ans. En 1980, Ronald Reagan, lors de sa campagne présidentielle aux États-Unis, avait évoqué une formule admirable pour différencier la récession de la dépression. Une récession, c'est quand votre voisin perd son travail. Une dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. La dépression est aussi la phase du cycle économique qui s'accompagne de faillites en cascade des entreprises, de surendettement des ménages et d'un très grand chômage de masse de la population active. Dans les économies développées, la dépression peut être causée par un crash boursier. L'exemple emblématique reste le crash boursier de Wall Street en 1929, qui a mené la grande dépression des années 30 dans les pays occidentaux. Il y a quelques années, à cause de la crise des subprimes 2007-2008, certains pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont connu 4 à 6 années de baisse forte et continue de leur PIB avec des taux de chômage supérieurs à 20%. En RDC, de 1989 à 2001, il y a eu une dépression avec un taux de croissance négatif moyen du PIB de 5% par an. Ces causes étaient économiques et politiques. Chute brutale de la production de cuivre, pillage de 1991 et de 1993, instabilité économique, guerre et rébellion de 1996 à 2002. Pour sortir de la dépression, le gouvernement doit lancer des réformes structurelles et conjoncturelles, ainsi que des politiques de transformation technologique, d'éducation et de formation. Santé de la devise nationale à présent. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo indiqué au vendredi 2 février 2018, $1 américain à 1605,99 francs congolais, 1 euro à 1999,11 francs congolais et 1 franc CFA à 3 francs congolais. Au samedi 3 février 2018, au parallèle cette fois-ci, les taux étaient à 1632 francs le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1635 francs au centre-ville de Kinshasa.
À l'aéroport international d'Ndjili, le billet vert s'est négocié à 1550 francs congolais à l'intérieur du pays. D'abord à Matadi, dans le Congo central, le roi dollar a valu 1600 francs congolais, 1620 francs congolais à Kisangani dans la province de la Tchopo, 1620 francs congolais également dans la province du Kasaï central, précisément à Kananga. Dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, les billets verts s'est négocié à 1630 francs congolais, 1632 dans la province du Nord Kivu à Goma, mêmement à Bukavu, au sud Kivu. C'est d'ailleurs le pic du taux de change en province. Des informations recueillies par notre consoeur Muriel Makiese. Prenons à présent les cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 3 février 2018. Suivez. Tendance baissière à la clôture de la semaine de cours du pétrole à Londres. Le prix du baril de l'or noir a reculé de 2,25% en se négociant à 68,21 $ américains et à New York à 65,14 $ américains, soit une baisse de 1,30%. Le cours du cuivre, par contre, a connu une hausse de 0,97%. La tonne métrique du métal rouge a valu 7077,50 $ américains. Le prix du cobalt poursuit son ascension en puissance. La tonne s'est négociée à 79 881,50 $ américains, soit une augmentation de 0,02%. L'or a terminé la semaine en baisse de 1,13% en se négociant à 1333,70 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, les prix ont évolué en dents de scie. Une stabilité observée pour le cours du maïs négocié à 362 $ américains la tonne, hausse de 0,24% pour le cours du riz négocié à 12,47 $ américains la tonne et baisse de 1,05% pour le prix de la tonne du blé qui s'est négocié à 447 $ américains, le tout au deuxième fixing du samedi 3 février 2018. Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette grand-messe des finances publiques, fiscalité et développement à laquelle vous avez pris part. Nous vous disons grand merci et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.